Une hôtesse de l'air gifla un soldat noir, puis passa un appel, et l'avion fut cloué au sol. Des turbulences avaient déjà secoué la cabine, mais rien, absolument rien, n'aurait pu préparer les passagers du vol reliant l'aéroport international John F. Kennedy à Los Angeles au chaos pur qui allait exploser à la rangée 17. Une seule gifle. Vive, soudaine, résonnante. Elle brisa le silence tendu comme un coup de tonnerre dans un ciel d'orage. D'un geste brutal, la main d'une agente de bord frappa la joue d'un soldat afro-américain. Il ne s'agissait pas de n'importe qui. C'était un soldat décoré de l'armée américaine. Il n'avait rien fait de mal. Il avait seulement été poli. Le claquement se propagea dans la cabine comme une onde de choc. Des têtes se tournèrent, des regards s'élargirent, incrédules et horrifiés. Ce qui suivit ne consuma pas seulement ce vol, mais ébranla une nation entière. Un tourbillon d'indignation, de blessures enfouies, et une décision choquante allait précipiter l'avion dans une descente brutale avant même qu'il n'atteigne Los Angeles. Et tout cela avait commencé un matin d'automne, frais et clair, sous l'œil tranquille des terminaux de JFK. Il y avait le bourdonnement habituel près de la porte d'embarquement. Certains passagers parlaient de vacances, d'autres pianotaient nerveusement sur leur téléphone. Au siège 17, était assis le soldat de première classe Malcolm Rhee, 25 ans, à peine revenu d'un déploiement de 9 mois épuisant à l'étranger. Il rentrait chez lui, vers Los Angeles, pour retrouver sa famille. Son uniforme était impeccable, porté avec une fierté discrète. Malgré la fatigue qui ombrait ses yeux, il offrait un sourire à chaque remerciement. Le vol skiliné, réputé pour sa ponctualité et le calme de son équipage, était presque complet. Les derniers passagers se pressaient à bord. Malcolm gardait son sac à dos à ses pieds. Sous les rations militaires et les chaussettes de rechange, il avait caché un journal, rempli de lettres pour sa petite sœur Tasha, qui venait d'avoir 12 ans. Il ne l'avait pas vue depuis plus d'1 an. L'idée de la serrer à nouveau dans ses bras lui faisait battre le cœur plus fort. Sa mère l'attendait déjà avec une place réservée à table. Rien qu'en y pensant, son visage s'adoucissait d'une joie fébrile. Pendant ce temps, l'hôtesse Charline accueillait les passagers avec un sourire mécanique. Grande, élégante, les cheveux noirs soigneusement tirés derrière les oreilles, elle incarnait le calme, la stabilité, l'efficacité. Mais ce matin-là, Charline était tout sauf sereine. Sa mère venait d'être diagnostiquée d'une maladie grave, et Charline, devenue soignante à plein temps, croulait sous les factures, les dettes et les nuits blanches. Derrière son apparence professionnelle, se cachait une femme au bord de l'effondrement. Un mal de tête lui pulsait les tempes alors qu'elle répétait des consignes de sécurité que personne n'écoutait vraiment. Pourtant, en montant à bord, elle avait remis son masque habituel, calme, souriante, déterminée à survivre à un vol de plus. Le trajet JFK Los Angeles devait durer 5 heures. Une routine. Mais le destin, lui, avait d'autres projets. Une fois les portes fermées, l'appareil roula vers la piste. Charline et ses collègues parcouraient la cabine pour les démonstrations de sécurité. Malcolm, contrairement à beaucoup, prêta attention, sans distraction. Elle remarqua son regard attentif et lui rendit un léger signe de tête. Un de ces gestes presque oubliés de l'humanité ordinaire. L'espace d'un instant, une paix fragile s'installa dans la cabine. Quand l'avion atteignit son altitude de croisière, le signal de ceinture se désactiva, et les passagers s'abandonnèrent au relâchement. Certains lancèrent les écrans de divertissement, d'autres fermèrent les yeux. Malcolm inclina son siège et ouvrit son journal. À côté, un couple âgé chuchotait doucement. Tout semblait calme. Charline avançait dans l'allée avec son chariot de boissons, distribuant des rafraîchissements avec un sourire fatigué. Sa collègue Rosa, plus lente, s'occupait de l'autre allée. Habituellement, leur travail s'harmonisait bien. Mais aujourd'hui, l'ambiance était tendue. Charline reprocha sèchement à Rosa d'être lente. Rosa répondit avec irritation. Quelques passagers échangèrent des regards. Quand Charline atteignit la rangée 17, elle hocha à nouveau la tête vers Malcolm. Sa voix, chargée d'épuisement, demanda « Voudrais-tu quelque chose à boire ?»« Du soda au gingembre, s'il vous plaît » répondit-il calmement. Leurs regards se croisèrent. Il perçut la tension dans sa voix, la fatigue dans ses traits. Mais il garda le silence. Elle lui tendit le verre. Il la remercia d'un ton doux. Alors qu'elle se tournait pour servir la rangée suivante, un homme derrière Malcolm se pencha soudain vers le chariot, bousculant les canettes. Charline s'écria,
d'un ton plus sec qu'elle ne l'aurait voulu, « Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi m'en occuper. Vous ne pouvez pas simplement. » L'homme la fixa. L'atmosphère devint brusquement plus lourde. 1 heure plus tard, l'avion entra dans une zone de turbulence. La cabine trembla. Les ceintures claquèrent. Un bébé hurla. Une passagère demanda une couverture. Charline, tremblante, semblait à bout. Son visage trahissait désormais des éclairs de frustration brute. Malcolm l'observa. Il voulut dire un mot de réconfort, lui faire sentir qu'il voyait sa détresse. Mais il hésita. Était-ce sa place? Ne risquait-il pas d'aggraver les choses? Il ne savait pas que le fardeau qu'elle portait allait, dans quelques instants, devenir le sien. 2 heures après le décollage, une fois les turbulences dissipées, Charline descendit l'allée pour répondre à une plainte concernant une lumière défectueuse au-dessus du siège 17A. En s'approchant, elle remarqua que le sac à dos de Malcolm dépassait légèrement dans l'allée. « Ce sac est à vous » cria-t-elle. Malcolm leva les yeux, surpris, le journal toujours à la main. « Oui, madame. »« Désolé, je vais le rentrer davantage. » Il poussa le sac sous son siège avec le pied. Mais la voix de Charline tremblait, non seulement de fatigue, mais de quelque chose de plus profond, d'indéfini. « La réglementation fédérale exige que vous le rangiez correctement. »« Ce n'est pas mon rôle de vous le rappeler » lança-t-elle. Malcolm resta figé. Le sac était à peine visible. Le couple à côté de lui parut soudain inquiet. Pourtant, il resta calme, respectueux. « Je suis désolé, madame. Je ne savais pas que c'était un problème. Je ferai attention. » Mais Charline ne bougea pas. Ses yeux luisaient d'une émotion étrange, ni colère, ni calme. Ce n'était pas à propos du sac. Tout le monde le sentit. Son ton était injustement tranchant. Elle resta figée un instant, puis détourna son attention vers le plafonnier. Le silence fut total. Le cœur de Malcolm battait à tout rompre, non pas par culpabilité, mais par confusion, par honte. Il vit l'inquiétude dans les yeux du vieil homme à côté de lui. La femme de l'autre côté détourna le regard. Charline finit par s'éloigner. Le moment était passé mais il avait laissé une cicatrice dans l'air. L'atmosphère avait changé. La cabine était devenue plus lourde, plus menaçante. Malcolm retourna à son journal, tentant d'oublier cet étrange échange. Mais il était loin d'imaginer à quelle vitesse les choses allaient dégénérer. Ce qui suivit fut du pur chaos. Les boutons d'appel retentirent. Une collègue renversa du café chaud sur la main d'un passager. Il hurla. Le pilote annonça à haute voix une possible déviation à cause de la météo. Les agents de bord étaient débordés. Mais Malcolm ne le remarquait plus. Il écrivait à Tasha. Des anecdotes absurdes de déploiement. Des souvenirs de patrouilles dans le désert. L'écho sourd de l'artillerie. Et ce désir viscéral de rentrer. Il prit une longue inspiration. Puis la voix du capitaine résonna à nouveau, « Mesdames et messieurs, nous traversons une zone d'air agitée. Veuillez rester assis et attacher vos ceintures. Équipage, veuillez sécuriser la cabine. » Au rang 16, juste devant Malcolm, un passager luttait avec un bagage à main. En le tirant, il renversa son contenu dans l'allée. Une petite bouteille d'eau roula jusqu'aux pieds de Malcolm. Le passager, troublé, se leva malgré le panneau lumineux allumé. Charline, avançant rapidement pour sécuriser les compartiments, entendit le bruit et intervint. « Monsieur, vous devez rester assis. »« Ce n'est pas sûr, » dit-elle, en essayant d'élever la voix au-dessus du rugissement assourdissant des moteurs. « Je viens de laisser tomber » commença l'homme. Mais Charline l'interrompit d'un regard sévère. « Asseyez-vous. Maintenant. » Malcolm, témoin de la tension, se pencha calmement en avant pour ramasser la bouteille d'eau du passager. Il l'attendit avec une politesse désarmante. Et voilà. Un geste simple, presque anodin. Mais dans ce moment de stress intense, Charline comprit mal ce qu'elle voyait. Elle le vit tendre la main, et, emportée par l'adrénaline, le malentendu, et une spirale de tension accumulée, elle perçut ce geste comme une intrusion, peut-être même une menace. Toujours à fleur de peau, les nerfs à vif, ses instincts prirent le dessus. Elle se retourna brusquement et cria. « Qu'est-ce que tu fais ? Reste à ta place. » Malcolm sursauta. « Madame, je voulais juste. » J'ai dit, reste sur place.
lança Charlène, sa voix tranchant le bourdonnement oppressant de la cabine. Les têtes se tournèrent. Les cœurs manquèrent un battement. Personne ne le savait encore, mais tous étaient témoins du commencement d'un incident qui ferait bientôt le tour du monde. L'avion trembla sous une vague de turbulence. Les plafonniers clignotaient avec une lueur inquiétante. Même le temps semblait ralentir. Les yeux de Charline brillaient, non seulement à cause de la colère, mais d'un trop-plein d'émotions enfouies, qui n'avaient rien à voir avec Malcolm. Il tenta de nouveau de parler, d'expliquer, mais sa tentative échoua. Sa main se leva, paume ouverte. Un halètement collectif parcourut la cabine. Puis, un claquement sec. Sa paume frappa le visage de Malcolm. Le silence tomba d'un coup. Les conversations cessèrent net. Même les moteurs semblaient soudain muets. Malcolm resta figé. Son esprit vacillait. La brûlure sur sa joue était réelle, mais c'était le choc, la trahison, qui l'écrasait. Une hôtesse de l'air, censée garantir la sécurité, venait de le gifler. Soldat formé à garder son sang-froid, il s'efforça de ne pas réagir. Mais une question le consumait, pourquoi ferait-elle cela? Que fais-tu? S'écria un passager. Tu n'as pas le droit. Hurla un autre. Un couple de personnes âgées, assis tout près, observait la scène avec effroi. Un homme, de l'autre côté de l'allée, sortit son téléphone et commença à filmer. Charline, haletante, fixait sa main tremblante. Son visage passa de la rage au choc, puis à la panique. Ses yeux cherchaient désespérément une justification, mais il n'y en avait pas. Malcolm, toujours assis, les mains levées, était pétrifié. Derrière lui, un marine rentrant chez lui bondit de son siège malgré le panneau lumineux de la ceinture. « C'est une agression !» cria-t-il, la voix emplie d'incrédulité et de colère. Le chaos s'empara de la cabine. Rosa, une autre hôtesse, accourut de quelques rangées plus loin. Ses yeux s'écarquillèrent. Une mère tentait de faire taire son enfant en pleurs. Le voyant de ceinture de sécurité clignotait au-dessus de tous, impassible, comme si rien d'inhabituel ne se passait. Charlène ouvrit la bouche, voulut se défendre. Aucun mot ne sortit. Piégée par ses propres actes, elle fit un choix qu'elle regretterait pendant des années. Elle attrapa le téléphone de bord. Sa voix, tremblante mais autoritaire, résonna dans l'interphone. « Capitaine, nous avons un passager perturbateur. Demande d'assistance immédiate en matière de sécurité. Mettez l'avion au sol si nécessaire. » Et tout bascula. Le vol à destination de Los Angeles allait désormais être détourné. Pas seulement dans sa trajectoire, mais dans le cœur d'un scandale national en gestation. La voix du capitaine ne tarda pas à crépiter dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, ici votre capitaine. Nous avons une situation en cabine nécessitant un déroutement vers l'aéroport international de Chicago. Veuillez rester assis, ceintures attachées. Les agents de bord vont vous assister sous peu. » La peur se propagea comme une traînée de poudre. Les murmures fusaient. Que s'est-il passé? Sommes-nous en sécurité? C'est un attentat? La gifle n'avait duré qu'une seconde. Mais Charline, par ses décisions, avait transformé un malentendu en crise. Malcolm, silencieux, la joue encore chaude, se sentait humilié. Aveuglé. Ciblé injustement. Comment un simple geste pour aider un autre passager pouvait-il se transformer en agression? Mais sa formation militaire lui soufflait de garder le contrôle. Ne pas céder. Il inspira profondément. Si une enquête s'ensuivait, il voulait pouvoir dire qu'il était resté irréprochable. La descente débuta plus tôt que prévu. Une tension palpable pesait dans la cabine. Rosa s'approcha de Malcolm, hésitante. Je ne sais pas quoi dire. Je suis vraiment désolé. Ce n'était pas juste. » Ses yeux se tournèrent vers Charline, debout devant, les bras croisés, le visage pâle et fermé. Était-ce de la culpabilité, ou la peur des conséquences? Des passagers, près de Malcolm, s'étaient penchés vers lui. « On a tout vu. Vous n'avez rien fait. Elle vous a frappé la première. » Le marine derrière lui gronda. Incroyable, frapper un soldat en uniforme. Certains murmuraient leurs inquiétudes sur les correspondances ratées. Mais Malcolm gardait le regard fixé droit devant lui, accroché au serment qu'il avait prêté, servir avec honneur. Il ne céderait pas à la colère.
Il ne validerait pas le mensonge lancé contre lui. La descente dura près d'1 heure. Dans le cockpit, les communications avec le sol s'intensifiaient. Un passager avait été signalé comme violent. Un signal que les compagnies prennent au plus haut niveau d'alerte. Lorsque les roues touchèrent la piste de Chicago, un silence suffocant envahit la cabine. À l'extérieur, des gyrophares illuminaient le tarmac. Des véhicules de sécurité et des forces de l'ordre attendaient. La voix de Charlène, tremblante, brisée, rappela les instructions. Veuillez rester à vos places. Elle s'accrochait au protocole comme à une bouée au milieu d'une tempête. Malcolm sentait les regards posés sur lui. Certains compatissants, d'autres curieux. La porte s'ouvrit. 2 policiers et un superviseur montèrent à bord. Ils avancèrent dans l'allée. Charlène désigna Malcolm. Les agents s'arrêtèrent devant lui. « Monsieur », dit l'un d'eux, « nous avons reçu un rapport selon lequel vous auriez été physiquement agressif envers une hôtesse. Veuillez, s'il vous plaît, vous lever et venir avec nous. » La voix de Malcolm était calme, ferme. « Je ne l'ai jamais touché. C'est moi qui ai été frappé. » Un des officiers jeta un œil vers Charlène. Elle hocha la tête, les mâchoires serrées. Mais un doute commençait à s'installer sur leur visage. Puis, soudain, des voix éclatèrent dans la cabine. Elle l'a giflé la première. Il aidait juste quelqu'un. C'est absurde. Les agents hésitèrent. Le superviseur intervint. Nous allons demander aux passagers et à l'agent de bord de nous accompagner pour une enquête. Tous les autres doivent rester à leur place. Malcolm se leva. Son cœur battait à tout rompre. Ce vol, censé être un retour paisible, était devenu un cauchemar. Et il ne savait pas encore que le pire était à venir. Dehors, le vent s'engouffrait entre les carlingues, et les réacteurs hurlaient au loin. Les agents encadrèrent Malcolm et Charlène, les escortant vers une pièce sans fenêtre, isolée près de la porte d'embarquement. Habituellement réservée aux urgences médicales ou aux incidents critiques. À l'intérieur, 2 représentants de Skilliné, au regard dur, les attendaient. À côté d'eux, un policier de l'aéroport, impassible. Malcolm s'assit d'un côté d'une petite table, Charlène de l'autre. Physiquement proches, mais séparés par un gouffre glacial. Un gouffre creusé par une gifle. Charlène était raide, les bras croisés. Son uniforme impeccable dissimulait mal ses tremblements. L'un des responsables prit la parole. Il se présenta comme James Luther, responsable de la sécurité. Nous avons reçu des versions contradictoires sur l'incident. L'agent affirme que vous, Monsieur R., avez eu un comportement physiquement menaçant. Malcolm le regarda dans les yeux, calme. Ce n'est pas vrai, monsieur. J'ai servi l'armée pendant 5 ans. Jamais je n'ai été impliqué dans quoi que ce soit de ce genre. Elle m'a frappé sans raison. Des passagers en ont été témoins. Charlène sembla prête à répliquer, mais se ravisa. L'image de sa main frappant le visage de Malcolm hantait déjà son esprit. Ses yeux se tournèrent vers Luther. Il m'a tendu la main alors que je gérais un passager perturbateur, murmura-t-elle. Je ne voulais pas le frapper. Pas comme ça. Mais vous l'avez fait, rétorqua Luther, brusquement, les sourcils froncés. Charley hésita, les lèvres tremblantes. C'était un accident, murmura-t-elle, bien que sa voix manque cruellement de conviction. Sur la table, une pile de déclarations de passagers ne cessait de croître. Certaines étaient manuscrites, d'autres dactylographiées, et bon nombre d'entre elles prenaient la défense de Malcolm. Les preuves s'accumulaient rapidement, mais elles n'étaient pas en faveur de l'agent de bord. Le policier de l'aéroport relut plusieurs témoignages. Nous avons reçu de nombreuses déclarations contredisant votre version des faits. Selon elle, vous étiez l'agresseur. Les joues de Charlene se teintèrent d'un pourpre profond. Elle avait du mal à garder son calme. Je pensais qu'il interférait avec mes tâches, balbutia-t-elle. J'étais soumise à beaucoup de stress. Je ne t'ai jamais touché, dit calmement Malcolm. Tout ce que j'ai fait, c'est tendre une bouteille d'eau à un passager. Rien de plus. Un silence lourd tomba sur la pièce. Le genre de silence qui annonce qu'un point de non-retour vient d'être franchi. Pourtant, personne dans cette salle n'aurait pu prédire les vérités plus profondes qui allaient émerger, entraînant Charley et Malcolm dans une histoire bien plus complexe. De retour dans l'avion, le marine qui avait pris la défense de Malcolm s'appelait Caporal David Phillips.
Lorsque la sécurité a renvoyé Malcolm et Charlie hors de l'appareil, quelque chose s'est brisé en David, un instinct profond de protection s'éveilla. Ayant accompli plusieurs missions, il ne supportait pas l'idée qu'un camarade soit accusé à tort. Alors que les passagers restants étaient assis, sous le regard tendu des agents de bord, David se leva. Malgré les murmures de Rosa le priant de rester à sa place, il déclara d'une voix ferme. « Je dois parler à un responsable. J'ai tout vu. » Le superviseur, le visage marqué par l'inquiétude, lui fit signe de le suivre. Ils sortirent par la passerelle, entrant dans une station de rebooking improvisée, remplie de voyageurs en colère, les téléphones à la main, exprimant leur frustration face à cet arrêt imprévu à Chicago. « J'ai déjà servi avec le sergent PF, affirma David. Il n'est pas du genre à chercher des problèmes. Il a été poli durant tout le vol. C'est l'agente de bord qui l'a agressé, pas l'inverse. » Le superviseur baissa la tête, invitant David à se retirer pour préserver sa confidentialité. « Nous avons recueilli des témoignages, dit-il. » David sortit alors son téléphone et montra une courte vidéo tremblante. Malgré la qualité médiocre, on voyait clairement Malcolm, les mains levées dans une posture passive, tandis que Charlie l'attaquait verbalement et physiquement. En arrière-plan, on entendait des voix crier. « Ne lui faites pas de mal. Il n'a rien fait. » Le visage du superviseur s'assombrit à la vue des images. « C'est sérieux, murmura-t-il. » Il appela immédiatement James Luther pour lui annoncer l'apparition de nouvelles preuves. Pendant ce temps, la tension se répandait parmi les passagers. Les chuchotements se transformaient en indignation palpable. Un agent de bord avait giflé un militaire noir, l'avait faussement accusé de mauvaise conduite et avait causé un atterrissage d'urgence. Certains passagers étaient furieux d'avoir raté leur rendez-vous, mais la majorité exprimait une colère morale profonde. Plusieurs rédigeaient déjà des publications sur les réseaux sociaux ou envisageaient d'alerter les médias. Les graines d'un scandale avaient été semées, et à l'ère numérique, il était voué à éclater. Dans la salle d'interrogatoire, le téléphone de James Luther sonna. Il sortit pour répondre, laissant Malcolm, Charline et l'agent dans un silence pesant. Malcolm posa ses mains sur la table, jetant un regard vers Charlie. Dans ses yeux, il vit bien plus que de la culpabilité. Il y avait du chagrin, et une forme de désespoir. « Nous attendrons le retour de Monsieur Luther, » dit l'officier en prenant des notes. Le temps semblait suspendu. Finalement, Charline expira lentement, puis murmura. « Je suis vraiment désolé. » Sa voix tremblait. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. J'ai juste craqué. » Malcolm la fixa. Une part de lui brûlait du besoin de crier, de comprendre comment elle avait pu trahir aussi profondément son devoir. Mais au lieu de cela, il demanda simplement. « Pourquoi ?» Des larmes montèrent dans les yeux de Charlie. « Je subis une énorme pression. Ma mère est à l'hôpital. Je croule sous les dettes. On m'a dit qu'à la moindre plainte, je serais renvoyé. » Elle s'arrêta, la voix brisée. « Le passager devant toi était difficile. Quand tu t'es levé, j'ai paniqué. J'ai cru que tu étais une menace. » La voix de Malcolm s'adoucit, bien que la douleur reste vive. « Ça ne te donnait pas le droit de me frapper. » « Je sais, » répondit-elle à voix basse, en se détournant. James Luther revint. Son regard était plus ferme. « Nous venons de recevoir une autre vidéo. Elle suggère clairement que Monsieur R n'était pas l'agresseur. » Le visage de Charline blêmit. « Nous avons également plusieurs témoignages écrits confirmant cela. Miss Sainte, vous pourriez faire l'objet de poursuites pour agression criminelle. J'espère que vous saisissez la gravité de la situation. » Charline ferma les yeux. Elle semblait brisée. Malcolm restait immobile. Calme en apparence, mais intérieurement, déchiré. Le soldat en lui comprenait ses luttes. L'homme en lui, cependant, se sentait trahi surtout en sachant que sa couleur de peau avait pu influencer cette issue. Aurait-elle réagi de la même façon s'il n'avait pas été noir? James se tourna vers l'officier. « Nous devons décider de la suite. » Puis, s'adressant à Malcolm. « Au nom de Skilliné, je vous présente nos excuses les plus sincères. Ce qui s'est passé est inacceptable. » Malcolm hocha la tête. Une vague de soulagement l'envahit, mais au fond, il savait que ce n'était que le début. Une tempête médiatique se profilait. En quelques heures, les réseaux sociaux s'embrasèrent.
Une courte vidéo montrant Charlet giflant Malcolm se répandit sur Twitter avec le hashtag #SleepSoldier. Le public était outré. Comment un soldat en uniforme a-t-il pu être agressé par une agente de bord, puis accusé à tort? Les messages de soutien affluèrent de tout le pays. Les chaînes d'information, locales et nationales, se saisirent de l'affaire. Les journalistes de Chicago affluèrent vers l'aéroport, interrogeant les témoins encore sous le choc. Ceux qui avaient vu la gifle étaient impatients de parler. Ils décrivaient le bruit sec, l'expression abasourdie de Malcolm, et le moment où Charlet avait alerté le cockpit. Malcolm, quant à lui, se retrouvait propulsé dans une tornade d'interviews et de flash. Alors qu'un superviseur tentait de lui réserver un vol vers Los Angeles, les journalistes l'attendaient à chaque sortie, micro et caméra en main. Pour un homme qui avait affronté les vrais champs de bataille, cette tempête médiatique semblait à la fois irréelle et bien plus intrusive. L'équipe de communication de Skilliné publia une déclaration brève, évoquant une enquête interne et promettant des mesures. Mais la colère publique, elle, fut immédiate, intense, implacable. Des citoyens indignés exigeaient le licenciement de Charlet, et une compensation pour Malcolm. Pendant ce temps, Charlet fut discrètement escorté hors de l'aéroport. Une enquête fut ouverte, mais aucune charge formelle n'avait encore été retenue. Dans un moment de solitude tremblant, rongée par la peur, elle appela la chambre d'hôpital de sa mère. À travers des sanglots étouffés, elle tenta d'expliquer ce qu'elle avait fait. La culpabilité l'enveloppait comme une seconde peau, mais c'était la peur de tout perdre, son emploi, sa stabilité, sa réputation, et qui l'écrasait vraiment. Pendant toute cette journée, Malcolm resta silencieux. Protégé par la sécurité de Skilliné, il cherchait simplement à rejoindre sa famille, embrasser sa sœur et tourner la page de ce cauchemar. Mais le destin, lui, avait d'autres plans. Parfois, il choisit les plus humbles pour exiger justice sous les projecteurs. Assis dans un salon privé près d'une porte d'embarquement, offert par Skilliné, Malcolm sentit l'épuisement le submerger. Chaque muscle, chaque pensée, portait le poids de ce qu'il venait de vivre. Un représentant s'approcha, lui proposant un hébergement s'il souhaitait rester à Chicago pour porter plainte. Mais Malcolm hésita. Dans ce moment de doute, il composa le numéro de sa mère. Il avait besoin d'une voix familière. Elle décrocha dès la première sonnerie. « Malcolm ? Tu es à Chicago ? Pourquoi ? Tu vas bien ? » Alors, il craqua. Il lui raconta tout, la voix tremblante, encore chargée du choc qu'il avait tenté de contenir. À l'autre bout du fil, il sentit sa douleur, sa colère et sa fierté mêlées. Pendant qu'il parlait, le représentant restait en retrait, silencieux, respectant ce moment d'intimité entre un fils et sa mère. Une fois qu'il eut raccroché, ils lui présentèrent plusieurs options, un siège en classe à faire sur le prochain vol à destination de Los Angeles, une compensation financière immédiate, ainsi qu'une couverture complète des frais de justice s'il décidait de porter plainte. Malcolm fronça les sourcils. « Je veux juste rentrer à la maison, » dit-il d'une voix ferme. « Je ne fais pas ça pour de l'argent, mais je ne peux pas faire comme si ça n'était pas arrivé. » Le représentant hocha la tête avec empathie. « Monsieur R, nous comprenons. » Missin fut suspendu sans salaire, dans l'attente de l'enquête. « Nous sommes prêts à coopérer avec les forces de l'ordre et à respecter pleinement votre décision, quelle qu'elle soit. » Malcolm soupira profondément en se frottant les tempes. Il pensa à sa sœur Tasha, et aux lettres qu'il avait écrites en prévision de leur retrouvaille tant attendue. C'était comme un cruel coup du sort qu'une journée destinée à la joie soit devenue un titre national. « Je parlerai à ma famille et à mon commandant, » déclara-t-il. « Alors, je déciderai. » Peu après, un détective local arriva pour recueillir la déclaration officielle de Malcolm. Il raconta chaque détail, la gifle, l'affrontement, l'atterrissage d'urgence. À la fin de l'interview, le soleil s'était déjà couché derrière l'horizon, plongeant Chicago dans le calme du crépuscule. Toujours épuisé, Malcolm prit un nouveau vol pour Los Angeles, incertain de ce qui l'attendait. Il n'avait aucune idée que ce n'était que le début de la chute de Charland, et de sa propre transformation, à contre-cœur, en symbole de justice. Le vol vers Los Angeles fut calme, sans incident. Un bref répit, paisible, au cœur du chaos. Lorsqu'il descendit de l'avion à LAX, il était bien au-delà de minuit. Son sac à dos pendait sur une épaule, son visage portait la lourde empreinte du traumatisme de la journée. Pourtant, malgré leur tardive, sa mère et sa sœur l'attendaient, les yeux brillants de soulagement et d'inquiétude. Tasha,
maintenant une adolescente vive et spontanée, se jeta dans ses bras avec une étreinte sanglotante qui faillit le faire tomber. « Tu m'as tellement manqué !» cria-t-elle. Malcolm les serra toutes deux contre lui, l'odeur familière de la maison lui montant aux yeux. Puis sa mère le prit dans ses bras, pressant sa joue contre la sienne avec une tendresse douloureuse. « Je suis vraiment désolée que tu aies dû vivre ça, » murmura-t-elle. « J'ai vu la vidéo. Elle est partout. » Malcolm expira lentement, le poids de tout commençant enfin à s'installer. Il n'avait même pas encore vérifié son téléphone. Il débordait de messages anciens amis de l'armée, parents éloignés, inconnus touchés par son histoire, découverte en ligne. « Je suis là maintenant, » murmura-t-il. « C'est tout ce qui compte. » Ils montèrent dans la voiture. Sur le tableau de bord, une pancarte faite maison disait « Bienvenue à la maison, Malcolm ». En d'autres circonstances, ce geste l'aurait fait sourire. Ce soir-là, il ne fit qu'aggraver la douleur qu'il portait. Sur l'autoroute vide, Malcolm resta silencieux, gardant une voix mesurée. À l'arrière, Tasha sanglotait doucement. Lorsqu'ils arrivèrent enfin chez eux, une maison modeste et chaleureuse, ornée de photos de Malcolm en uniforme, ils se rassemblèrent dans la cuisine. Sa mère avait préparé un repas léger, mais personne n'avait vraiment faim. Ils restèrent assis, le silence parlant plus que les mots. Peu à peu, une conversation timide s'installa. Sa mère insista pour qu'il voie un médecin s'il ressentait une douleur persistante. Tasha, elle, voulait savoir s'il allait poursuivre la compagnie en justice. Malcolm n'avait pas de réponse. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-il, regardant la part de tarte intacte devant lui. Au fond de lui, il sentait que quelque chose de plus grand était à l'œuvre. Les rouages de la justice et peut-être du destin étaient déjà en mouvement. Cette nuit-là, le sommeil ne vint que par fragments. Mais être à la maison apportait une forme de paix. Le bourdonnement de la ville derrière la fenêtre, la présence rassurante de sa famille, tout cela lui offrait un réconfort dont il avait désespérément besoin. Pendant que Malcolm essayait de se reposer, la vie de Charland, elle, s'effondrait. Après sa suspension, elle retourna dans son modeste appartement du Queens. Submergée par les messages vocaux de la DRH de Skyline, elle faisait face à une tempête d'indignation sur les réseaux sociaux. Elle cessa complètement d'aller en ligne. Le vitriol qui lui était adressé dépassait ce qu'elle pouvait supporter. Quelques jours plus tard, elle reçut une lettre officielle de licenciement. Froid, formel, le document évoquait une faute grave, une mise en danger des passagers, une violation de la politique de tolérance zéro de la compagnie aérienne en matière d'agression. Charland tremblait en le lisant, le cœur battant, les mains moites. Le coup suivant vint d'un appel téléphonique d'un détective de Chicago. Il lui expliqua que si Malcolm décidait de porter plainte, une procédure pénale serait engagée. Charland s'effondra. Elle avoua qu'elle s'occupait de sa mère malade, qu'elle n'avait pas les moyens de se payer un avocat. Elle demanda grâce, mais le détective resta neutre. La loi suivrait son cours. Sa mère, Joanne, toujours hospitalisée et souffrant d'insuffisance rénale, tenta de réconforter sa fille lors de sa visite. « Nous faisons tous des erreurs, » murmura-t-elle. « Mais tu dois essayer de réparer les choses. » « Mais comment ? » Charland avait perdu l'emploi qui finançait les soins de Joanne. Le scandale était partout. Son nom était devenu synonyme de cruauté. Qui l'embaucherait encore ? Les amis qui admiraient autrefois son métier glamour d'hôtesse de l'air prenaient désormais leur distance. Les factures s'accumulaient. Les appels des agences de recouvrement devenaient quotidiens. Chaque sonnerie déclenchait une nouvelle crise de panique. Dans ces heures les plus sombres, Charland pensa à contacter Malcolm, pour s'excuser, pour demander pardon. Mais elle ne pouvait imaginer qu'il veuille entendre parler d'elle. Aux yeux du public, elle était devenue le visage du préjugé et de l'abus. Seule et dépassée, elle sombrait peu à peu dans le silence et le désespoir. De retour à Los Angeles, Malcolm se demandait s'il devait porter plainte. L'idée même de procès, de salle d'audience, de bataille juridique lui donnait la nausée. Il avait rejoint l'armée pour servir, pas pour faire les gros titres. Pourtant, sa boîte de réception était inondée de messages l'incitant à agir, à donner l'exemple. Finalement, il rencontra le capitaine Hollow, avocate militaire de son unité. Autour d'un café dans un restaurant tranquille, il raconta toute l'histoire, la gifle humiliante, l'atterrissage forcé. Hollow l'écouta avec attention, prenant des notes entre deux gorgées. « Vous avez des raisons de vous porter partie civile, dit-elle.
Les accusations criminelles relèvent de l'État, mais ils auront besoin de votre coopération. Elle marqua une pause. Qu'en pensez-vous? Malcolm fixait son café, regardant la crème tourbillonner comme une tempête. Je ne veux pas ruiner la vie de quelqu'un, dit-il doucement. Oui, je suis en colère. Mais peut-être qu'elle n'a pas pensé clairement. Peut-être que c'était du racisme. Peut-être du stress. Honnêtement, je ne sais pas. Mais je continue de penser à ce qu'elle peut vivre. Je ne veux pas être vindicatif. Le capitaine Hollow posa une main rassurante sur son épaule. Tu es un homme plus grand que la plupart, Malcolm. Mais tu ne dois pas minimiser ce qu'elle a fait. Elle t'a agressé, et elle a utilisé la sécurité aérienne pour te faire passer pour une menace. C'était grave. Malcolm hocha la tête, un nœud serré dans la poitrine. La brûlure sur sa joue restait vive dans sa mémoire, tout comme l'humiliation d'être désigné du doigt devant une cabine pleine d'étrangers. Il se souvenait du regard que Charland lui avait lancé après, des yeux remplis non de colère, mais de peur et de regret. Était-elle vraiment le monstre décrit par les médias? Après plusieurs jours d'introspection, Malcolm prit sa décision. Il coopérerait à l'enquête criminelle, mais n'exigerait pas la peine maximale. Il laisserait la justice suivre son cours. Si les procureurs choisissaient de poursuivre pour coups et blessures, il témoignerait. Mais il n'engagerait pas de poursuite civile, sauf si Charland tentait de manipuler les faits ou de lui faire porter le blâme. Au fond de lui, Malcolm s'accrochait à l'espoir qu'une leçon, un acte de compassion, quelque chose de significatif, pourrait émerger de cette épreuve. Abandonner la colère ne guérirait pas ses blessures, mais pourrait empêcher de nouvelles. Quelques semaines plus tard, par une matinée fraîche, Malcolm visita une petite organisation à but non lucratif de Los Angeles, appelée Opération Unity. Elle se spécialisait dans la résolution de conflits et la réduction des divisions communautaires. Un ami de la base militaire la lui avait recommandé, louant leurs programmes innovants aidant anciens combattants et civils à se réconcilier après un traumatisme. À sa grande surprise, dès son arrivée, un membre du personnel s'approcha. « Vous êtes bien Malcolm R. » demanda-t-elle doucement. « Nous vous attendions. » Il haussa un sourcil. « Vous m'attendiez » Il n'en avait parlé qu'à son ami. L'employé expliqua que Charland avait pris contact, exprimant son souhait de s'engager dans une démarche de justice réparatrice. Elle voulait trouver un chemin vers l'expiation. Et elle espérait qu'il serait prêt à la rencontrer à mi-chemin. Le concept le surprit. La justice réparatrice impliquait généralement une rencontre directe, encadrée, entre la personne ayant subi le préjudice et celle qui l'avait causé. Son but, favoriser la compréhension, encourager la responsabilité, parfois ouvrir la voie au pardon. Au début, Malcolm recula. Le souvenir de la gifle, de l'embarras cuisant, du poids émotionnel, bouillonnait encore en lui. Mais une curiosité, un élan de compassion, le poussèrent à franchir le seuil. Il entra dans une pièce modeste, doucement éclairée, aux murs couverts de citations sur la guérison et la réconciliation. Charline se tenait près de la fenêtre, les bras étroitement croisés. Elle portait un chemisier simple et un pantalon sombre, bien loin de son uniforme élégant d'agent de bord. Les cernes sous ses yeux trahissaient des nuits blanches, et sa posture repliée donnait l'impression que le regret lui pesait physiquement sur les épaules. Lorsque Malcolm entra, elle leva les yeux. Les larmes coulaient déjà silencieusement. Une médiatrice qualifiée fit son apparition et les guida pour qu'ils s'assoient l'un en face de l'autre, séparés par une petite table en bois. La pièce semblait alourdie par une tension faite d'incertitude. Charline prit la parole, la voix tremblante. « Je ne suis pas ici pour excuser ce que j'ai fait, » dit-elle. Elle inspira, renifla, puis reprit. « J'ai perdu mon emploi. Je pourrais faire face à des accusations criminelles. Et j'accepte cela. J'avais juste besoin que vous sachiez que je n'ai jamais voulu vous blesser, ni manquer de respect à votre service. J'étais terrifié à l'idée de tout perdre, mon travail, ma mère malade. Alors je me suis effondré, de la pire manière possible. » Malcolm restait raide, tous les muscles tendus. Il ne savait pas comment réagir. Il regarda la médiatrice qui lui fit un signe de tête discret et encourageant. Il avait fait tout ce chemin. Il avait besoin de savoir si des remords sincères pouvaient, ne serait-ce qu'un peu, réparer ce qui avait été brisé. Charline partagea son histoire avec hésitation. Sous les conseils de la médiatrice, elle expliqua la pression intense qu'elle subissait avant ce vol, les factures médicales qui s'accumulaient pour sa mère, la peur constante d'être renvoyée au moindre faux pas,
et cette spirale de panique qu'elle ressentait dès que les passagers devenaient exigeants. La tension monta jusqu'à ce qu'elle éclate à ce moment terrible. Malcolm écoutait en silence, les bras toujours croisés. Il hochait parfois la tête, mais ses émotions restaient contenues derrière une façade calme. Il pensait à tout ce qu'il avait enduré dans des zones de guerre, à la peur, à la discipline, au contrôle qu'on lui avait inculqué. Peu importe à quel point la situation était grave, jamais il n'avait envisagé de s'en prendre à quelqu'un qui ne le méritait pas. Quand Charline eut fini, ses épaules tremblaient. Des sanglots silencieux l'ébranlaient. La médiatrice se tourna alors vers Malcolm. « Voulez-vous répondre ?» Il expira lentement, baissa les yeux vers la table, puis parla. « Je ne vais pas mentir. Je suis toujours blessé. Je suis encore en colère. Vous m'avez humilié. Vous avez mis en péril ma liberté. Vous m'avez qualifié de menace alors que j'essayais simplement d'aider. » Sa voix vacilla, les larmes menaçant à leur tour de couler. « Mais je reconnais aussi que vous êtes humaine. Vous avez fait une terrible erreur, et votre vie s'est écroulée à cause de cela. » Il la regarda. Il vit dans ses yeux une douleur creuse. « Je crois en la responsabilité. Vous devez faire face aux conséquences. Mais je crois aussi aux secondes chances, pour ceux qui veulent sincèrement réparer. » Charline sembla sur le point de s'effondrer, soulagée. « Je ferai n'importe quoi, dit-elle. Du bénévolat, des excuses publiques, un don à une association d'anciens combattants. Tout ce qu'il faut. » La mâchoire de Malcolm se crispa. Les mots ne régleront pas tout. Mais si vos remords sont sincères, si vous êtes prête à traiter chacun avec respect et à honorer ceux qui servent, alors, peut-être que cela pourrait être un début. Peut-être. Une larme glissa sur la joue de Charline. « Merci, murmura-t-elle. » À travers la fenêtre, un pâle rayon de soleil pénétra dans la pièce, illuminant leur visage. Dans ce moment suspendu, quelque chose semblait s'être déplacé. L'hostilité brute qui avait explosé dans la cabine de l'avion pourrait, peut-être, céder la place à autre chose. À la compréhension. Il était impossible de savoir si cette compréhension survivrait aux pressions judiciaires, aux médias, ou à l'opinion publique. Mais pour la première fois depuis cette gifle, on espérait qu'un bien pouvait en émerger. Quelques semaines plus tard, le bureau du procureur de Chicago porta des accusations de coups et blessures contre Charline. L'affaire reposait sur de nombreux témoignages et preuves vidéo. À ce moment-là, Charline avait dû faire appel à un avocat commis d'office, n'ayant plus les moyens d'en payer un. Elle s'apprêtait à plaider coupable, sachant qu'un procès risquait d'aggraver sa peine. De retour à sa base militaire, Malcolm reçut une lettre. Le tribunal lui demandait s'il acceptait de témoigner, en personne ou à distance. Il hésita. Une part de lui voulait parler, dire sa vérité devant le juge. L'autre redoutait de revivre le traumatisme. Il appela sa mère. « Fais ce que tu penses juste, Malcolm, lui dit-elle. Ne laisse ni la colère, ni la pitié te guider. Suis ton cœur. » Il choisit de témoigner à distance, via une liaison vidéo sécurisée. Le jour de l'audience, il était assis dans une petite salle de la base, son uniforme impeccable, ses médailles brillantes. À l'écran, la salle d'audience apparut. Charline, pâle et fermée, évitait de le regarder. Sous serment, Malcolm raconta calmement les faits. Les turbulences. Les objets renversés. Sa tentative d'aide. La gifle. L'accusation posa des questions précises sur l'agression. La défense demanda s'il pouvait y avoir eu méprise. Malcolm resta factuel. Plus tard, le défenseur public proposa un accord. Charline n'ayant pas de casier judiciaire et montrant des remords sincères, la défense demanda une peine réduite, travaux d'intérêt général, excuses officielles, et formation obligatoire. Après réflexion, le juge accepta. Charline évita la prison. Elle fut condamnée à des heures de bénévolat, à suivre des cours de gestion de la colère, et à écrire des excuses publiques à Malcolm et aux passagers. Les réactions sur les réseaux furent partagées. Certains jugeaient la peine trop clémente. D'autres y voyaient un juste équilibre. Pour Malcolm, c'était suffisant. Il avait accompli son devoir, dit sa vérité, et assisté à une forme de justice. Imperfectible, mais présente. Il savait toutefois que les vraies questions allaient bien au-delà du verdict. Charline avait-elle réellement changé? Son parcours pouvait-il alerter d'autres, rappeler les risques de la peur, des préjugés et de l'épuisement émotionnel dans les avions et ailleurs?
Peu après la fin du procès, Charline écrivit une lettre d'excuse, adressée à la compagnie Skillinet qui avait définitivement coupé les ponts avec elle et à Malcolm. Les mots étaient choisis avec soin. Ils portaient le poids d'une femme brisée par ses propres actes. Elle y reconnaissait sa faute, son moment de panique, et le tort infligé à Malcolm, aux passagers, et au personnel. Pour Malcolm, lire cette lettre fut un moment étrange. Silencieux. Une forme de fermeture. Seul dans son dortoir militaire, le ventilateur grinçant au-dessus de lui, la lettre sur les genoux, il lut lentement chaque mot. Charline concluait en promettant de consacrer son service communautaire aux anciens combattants, bénévolat lors de forums de l'emploi, aide dans les hôpitaux VA, sensibilisation aux réalités du service militaire. Elle espérait que ces gestes, sans effacer son erreur, serviraient à quelque chose de plus grand. Skillinet lança de son côté une révision complète des formations d'équipage. Nouvelle procédure en cas de crise. Formation sur les biais inconscients. Le scandale avait entaché la compagnie, mais ces changements visaient à éviter qu'un tel drame ne se répète. Quant à Malcolm, il devint malgré lui un symbole. Sollicité par les médias, invité à des conférences d'anciens combattants, salué comme un héros discret sur les réseaux. Il resta humble, se recentrant sur sa famille, son service, et sa petite sœur Tasha, toujours prête à lui montrer une nouvelle danse TikTok. Avec le temps, l'attention nationale s'éteignit. Les gros titres changèrent. Mais pour ceux impliqués, les leçons restèrent gravées. Cet incident révéla la fragilité des liens humains, les ravages du jugement rapide, et le pouvoir du remords accompagné d'action. Un an passa. Charline avait terminé ses cours, trouvé un emploi modeste de réceptionniste près de la maison de retraite de sa mère. Moins rémunérateur, mais plus proche d'elle. Le week-end, elle faisait du bénévolat auprès d'anciens combattants. Certains la reconnaissaient. Elle affrontait les regards, les silences, les chuchotements. Elle refusait de rester figée dans son erreur. Elle voulait prouver, jour après jour, que l'on pouvait changer. Par des gestes concrets. Un jour, un vétéran en fauteuil roulant l'approcha. Il la fixa dans les yeux. « Vous ne pouvez pas changer le passé, jeune femme, dit-il doucement. Mais vous pouvez choisir ce que sera votre avenir. » Elle grava ces mots dans son cœur. Charline transforma sa culpabilité en détermination. Elle avait tout perdu, sa carrière, sa réputation, presque sa liberté. Et pourtant, au cœur de ces ruines, elle trouva un chemin vers la guérison. Malcolm, de son côté, continua à gravir les échelons. Encadrement, leadership, mentorat. La colère s'apaisa, remplacée par la certitude que la justice, bien que bancale, avait suivi son cours. Parfois, dans le silence, il pensait à Charline. Était-elle sincère? Était-elle vraiment en train de changer? Il ne s'était pas reparlé depuis l'opération Unity. Mais il gardait espoir. Leur vie avait été marquée à jamais par un instant suspendu à 35 000 pieds d'altitude. Charline avait payé un prix fort. Malcolm s'était retrouvé au cœur d'un débat complexe sur le respect, la race, et le traitement des militaires. La gifle était devenue un symbole. Un signal d'alerte. Elle rappelait la vitesse avec laquelle tout peut basculer, mais aussi comment le courage et la responsabilité peuvent ouvrir un chemin vers la guérison. Car c'est parfois dans nos plus grands conflits que naissent les vérités que nous fuyons. Et lorsque ces vérités se révèlent, aussi douloureuses soient-elles, la rédemption, bien que jamais acquise, devient un objectif possible. Ainsi s'acheva la saga d'une gifle qui secoua une nation, révéla ses fissures, et appela chacun à rendre des comptes. Un acte impulsif faillit anéantir l'avenir du soldat Malcolm. Mais en affrontant la tempête avec dignité, il devint une voix dans le tumulte. Quant à Charline, son chemin vers l'expiation fut long et rude. Mais à travers l'humilité, le service, et des actes sincères, elle s'engagea à reconstruire. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir aux combats invisibles que chacun mène et au pouvoir transformateur du pardon, faites entendre votre voix. Aimez, partagez, abonnez-vous. Aidons ensemble à raconter des récits qui éveillent l'empathie et nous rappellent qu'il y a toujours, même dans la douleur, une possibilité de rédemption.